J'ai toujours eu peur de me faire prendre, si j'appelais la police, ou alors si j'essayais de m'échapper. Je savais que je mourrais si je me faisais prendre, mais à la fin, quand j'ai vu tous mes frères et sœurs, je savais que c'est ce que je devais faire. Appeler à l'aide. Nous sommes le 14 janvier 2018. Il est 6 heures du matin environ lorsque Jordan Turpin réussit à s'évader par la fenêtre du sous-sol de la maison des Turpin située à Paris, en Californie, pour courir dans la rue. Elle ne sait pas du tout où elle va. Elle ne reconnaît même pas l'endroit où elle est. Effectivement, elle était séquestrée. Elle compose donc le 911, puis lorsque l'opérateur lui demande ce qui se passe, la jeune fille déballe tout. Mais lorsque l'opérateur lui demande son adresse, elle a beaucoup de difficultés à le dire. Effectivement, elle ne connaît pas son adresse, elle a beaucoup de difficultés à répondre à la question de l'opérateur. Par chance, eh bien aujourd'hui, la localisation GPS est enfin présente et l'opérateur réussit à localiser le cellulaire de Jordan Turpin. C'est ainsi que des patrouilles vont se rendre dans la rue et vont finir par la croiser. Elle semble déboussolée, elle a beaucoup de choses à dire en même temps avec très peu de mots. Au départ, elle semble être une petite fille peut-être même droguée sous l'emprise d'alcool et ou de drogue. Mais là, elle réussit à faire venir les policiers dans la maison. Et c'est là que l'histoire de la famille des Turpin va débuter. Les policiers vont donc frapper chez la famille Turpin et ils vont réveiller les parents pour contrôle de bien-être. Les policiers vont entrer dans la maison et même pas un pied mis dans la maison, ils vont sentir immédiatement une odeur dégradante, une odeur pestilentielle. Odeur d'urine, odeur d'excréments, odeur de nourriture pourrie partout sur le sol. La maison, elle est dans un sale état. C'est une maison complètement délabrée et on a beaucoup de difficultés à croire que 13 enfants y vivent. Les policiers vont donc faire le tour de la maison et vont découvrir ainsi 13 enfants âgés entre 2 et 29 ans. Mais à ce moment-là, les policiers croient simplement que c'est 13 enfants mineurs. Il y en a donc 3 qui sont attachés, enchaînés à leur barreau de lit, aux poignets ainsi qu'aux chevilles. Les enfants sont très frêles, ils sont très maigres, ils paraissent tous être mineurs, donc âgés de 18 ans et moins. C'est ainsi que les 13 enfants vont finir par pouvoir, pour une des premières fois, sortir ainsi de la maison en toute liberté. Par contre, ils vont être emmenés à l'hôpital pas loin et les parents vont être emmenés au poste de police pour interrogatoire. Lorsque les 13 enfants vont arriver à l'hôpital, c'est Madame Sophia Grant et Mark Hoffer, 2 médecins en charge cette journée-là, ainsi que des infirmiers et des aides-soignants qui vont s'occuper des enfants et notamment ils auront beaucoup de problèmes de santé à régler. Les enfants souffraient de lésions cardiaques dues à un manque de nutriments, des problèmes d'amaigrissement. L'un des ados avait le bras de la taille de celui d'un bébé. L'un était tellement maigre qu'il avait de la difficulté à marcher. Là, ils avaient tous des lésions aux poignets, mais aussi aux chevilles, dues aux chaînes qui étaient beaucoup trop lourdes pour eux. Beaucoup d'enfants ont été enchaînés pendant des semaines, voire même des mois. Ils étaient nourris 1 fois par jour et ne pouvaient se laver qu'1 fois par an.
Les enfants souffraient aussi de fonte musculaire. La fonte musculaire est souvent associée à l'âge dû au déséquilibre du métabolisme protéique, mais dans le cas des enfants maltraités, cette fonte de muscles est due au manque de nutriments. Les enfants avaient de graves troubles linguistiques, des troubles cognitifs, des lésions nerveuses et tout ça provoqué par l'extrême violence dans laquelle ils étaient nés. Parce qu'effectivement, ils avaient tous entre 2 et 29 ans et n'étaient jamais sortis de la maison, n'avaient jamais sociabilisé avec d'autres enfants. Effectivement, ces enfants, au départ, allaient à l'école publique, mais n'y sont pas restés très longtemps pour ensuite faire l'école à la maison. En les auscultant, les deux médecins, donc Mark et Sophie, ont constaté que les enfants n'avaient pas vu de dentiste depuis plusieurs années et certains n'avaient jamais vu de dentiste de leur vie. Également, pareil aux médecins généralistes et à tous les autres soins de santé que nous pouvons et que nous avons droit. David Alan Turpin est né le 17 octobre 1961. Louise Anna Robinette est née le 24 mai 1969. À l'âge de 16 ans, soit en 1985, Louise va fuguer de son domicile familial pour s'évader avec David au Texas, mais ils vont être très vite rattrapés par la police qui vont les ramener à la maison. Les parents de Louise vont finalement accepter, vont donner leur fille à David en mariage. Et c'est à partir de cet instant, à l'âge de 16 ans, que Louise va voler de ses propres ailes. Elle va donc épouser David, puis ils vont commencer à fondre leur famille. David Turpin est un chrétien pentecôtiste originaire de Princeton, en Virginie occidentale. Il est allé à Greenwood Junior High School et Princeton High School. Donc, il a vraiment fait de très bonnes écoles. Et en 1984, il va être diplômé en génie électrique, mais aussi en génie informatique. Lorsqu'il se marie avec Louise, ils vont tous les deux adhérer au mouvement Quiverful. Le mouvement Quiverful, c'est tout simplement l'enseignement qui fait référence à un passage de la Bible qui loue la fortune de l'homme qui a beaucoup d'enfants, de nombreux enfants. Donc, le mouvement Quiverful, c'est des personnes, c'est des gens, c'est une petite communauté qui n'adhère pas du tout à la contraception et encore moins à l'avortement. Donc, plus tu as d'enfants, plus tu vas être reconnu par le bon Dieu, par ce que tu crois. Nous savons que dans sa jeunesse, Louise a eu quelques pépins d'ordre sexuel. Elle aurait été abusée sexuellement pendant de longues années par son grand-père sous les yeux de sa propre mère, mais aussi que sa propre mère l'a déjà vendue comme prostituée à des hommes très riches. Donc au départ, ces hommes donnent beaucoup d'argent, donnent beaucoup de cadeaux. C'est pareil pour le grand-père. Il lui aurait donné beaucoup de cadeaux, mais ces cadeaux ont un prix effectivement. Et la mère de Louise a vendu sa propre fille pendant de très nombreuses années. Et ce petit témoignage-là est sorti de la bouche de Elisabeth, donc la sœur de Louise. 88, Louise va donner naissance à sa première fille du nom de Jennifer. En 1992, elle va donner naissance à un petit garçon, cette fois-ci du nom de Joshua. En 2001, ce sera au tour de Jordan à naître. Les autres enfants, on ne connaît pas leur nom et on ne connaît pas jusqu'à présent leur date de naissance. On sait qu'en 2011, David gagnait environ 140 000 $ par année et Louise était déjà enregistrée depuis quelques années comme femme à la maison. Année-là, soit en 2011, le couple va renouer leurs vœux de mariage à Las Vegas, accompagné de leurs 12 enfants. En 2014, la famille va déménager dans la maison située à Paris, en Californie, qui va ainsi devenir la maison de l'horreur. En 2015, Louise va accoucher de son 13e et de son dernier enfant. La maison du 160 Muir Woods Road à Paris, en Californie, David Turpin va s'enregistrer comme étant directeur de sa propre école privée. Et Louise sera donc la professeure de cette école. Donc, à partir de cet instant-là, eh bien, les enfants n'iront plus à l'école et personne ne va se poser de questions. Effectivement, ils ont cours à la maison. C'est une des raisons du pourquoi les abus des enfants ont passé sous le radar pendant de nombreuses années.
Je me suis renseignée et en Californie, il n'y a pas de règle qui stipule que les établissements privés ont obligatoirement des visites annuelles par les agents du gouvernement en ce qui concerne la santé des enfants, leur environnement, voir si tout est sain et voir si le programme scolaire convient pour chacun des âges. Donc, il n'y a personne qui va rentrer chez les Turpin pendant tout ce temps-là pour voir si la maison est en bon état, s'ils sont en santé, si tout va bien, si leur programme scolaire fonctionne et ainsi que faire des examens annuels aussi pour voir leur développement cognitif. C'est pour ça que ces abus-là aux États-Unis peuvent passer sous le radar pendant très longtemps. Chaque État a ses propres règlements et si on est en Californie, eh bien, on peut s'enregistrer comme bon le nous semble, comme étant des directeurs ou encore des professeurs pour nos enfants. Il suffit tout d'abord, comme il a suffi à David, de remplir un papier par Internet pour s'identifier comme étant le directeur. Par la suite, Louise, elle a rempli un papier qui stipulait qu'elle était apte à donner éducation à la maison à ses enfants. Donc, aux États-Unis, c'est tout si simple que ça. Chaque État a ses règlements, mais j'ai fouillé sur Internet et ce serait très facile aux États-Unis de s'enregistrer comme étant une école privée. Le 14 janvier 2018, Louise et David Turpin sont donc arrêtés pour mise en danger de leurs enfants ainsi que de torture pendant de nombreuses années. En 22 février 2019, David et Louise Turpin vont plaider coupables de 14 chefs d'accusation, dont torture, 3 chefs de cruauté volontaire envers des enfants mineurs, 4 chefs de faux emprisonnement, 3 chefs de cruauté volontaire envers des adultes dépendants. C'est ainsi que le 19 avril 2019, David et Louise sont donc condamnés à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Après avoir quitté le domicile, les 13 enfants vont être placés. Les mineurs vont être placés dans des maisons ou alors des foyers d'accueil, tandis que les majeurs, donc âgés de 18 ans et plus, vont être confiés sous la garde de tuteurs légaux du gouvernement. Donc, ils vont pouvoir être dans des appartements, mais il y a des gens qui vont venir dans leur appartement pour voir s'ils mangent bien, pour parler de santé, parler d'alimentation, parler d'éducation, parler de travail. Donc, vraiment essayer de faire en sorte qu'ils reprennent une vie normale. Malheureusement, 2 enfants mineurs vont être encore battus et torturés dans leur nouveau foyer d'accueil et les policiers vont finir par le savoir et ces 2 familles-là vont être accusées de torture mais aussi d'abus physiques sur enfants mineurs et vont être condamnés. Les adultes majeurs ont eux aussi pas eu beaucoup de chance. On aime bien se dire qu'ils vont vivre heureux et tout, mais ce n'est pas le cas. Après leur libération, tandis que les médias s'emparassaient de l'affaire, eh bien, il y a plusieurs personnes, il y a une tonne de personnes qui vont donner des dons pour que les enfants Turpin puissent avoir de l'éducation, mais aussi puissent vivre après ce drame. En tout, ils vont amasser pas moins de 600 000 $. Et cet argent-là va être mis dans un fonds fiducie supervisé par le tribunal du comté de Paris. Jordan et Jennifer qui ont fait beaucoup d'entrevues, qui ont voulu se dévoiler enfin pour pouvoir, j'imagine, passer à autre chose. Et elles ont vraiment raconté leur quotidien, en fait, d'aujourd'hui, donc 2022. Les adultes majeurs n'ont pas énormément beaucoup plus de chance que lorsqu'ils étaient chez leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à obtenir des sous de ce 600 000 $-là. C'est très difficile puisque c'est une fiducie qui est dirigée par le tribunal du comté. On ne sait pas trop où est l'argent, on ne sait pas trop combien il reste non plus. Est-ce qu'il en reste assez pour les mineurs? Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Et Jordan dit même qu'elle a beaucoup de difficultés à se nourrir. Jennifer a beaucoup de difficultés à payer ses loyers. C'est quand même assez étonnant, c'est quand même assez très étrange et c'est triste de voir que les États-Unis ont complètement abandonné ces 13 enfants-là. Et la plupart des adultes aujourd'hui, en 2022, vivent dans des quartiers assez défavorisés, remplis de criminalité. Ils ont de la difficulté à se loger, à se nourrir, à se vêtir. Et tantôt, je vous ai dit qu'ils ont été mis sous la garde de tuteurs, donc chacun des
adultes turpins avaient un tuteur, mais encore là, Joshua nous a avoué dans une entrevue que c'était difficile pour lui. Alors, il imagine que c'est aussi difficile pour ses frères et sœurs adultes. Les tuteurs ne sont pas de très bons tuteurs. Ces tuteurs-là, au départ, étaient destinés à aider ces adultes à reprendre une vie normale. Donc, les tâches normales, traverser la rue en toute sécurité, s'arrêter à un stop, obtenir le permis de conduire, aller faire l'épicerie, respecter un budget, toutes ces petites choses-là, eh bien, les tuteurs ne le font pas. Les tuteurs ne sont pas là pour eux, ne sont pas là pour les guider, tout simplement. Donc, ils sont vraiment délaissés par le système judiciaire, délaissés par les États-Unis et délaissés par le gouvernement. Ce que je trouve vraiment très, très dommage avec ce cas-là, c'est que cette histoire, cette tragédie plutôt, a fait le tour du monde. On en a entendu parler partout, que ce soit au Canada, que ce soit au Québec, aux États-Unis, ça a fait le tour de l'Amérique. Je ne sais pas si vous, en France, vous en aviez entendu parler. Alors, le cas de la famille Turpin a vraiment, vraiment fait parler. Au Québec, tout de suite quand c'est arrivé, les médias en parlaient. Denis Lévesque en a parlé à son émission. Il a même fait venir un docteur psychologue, mais aussi un auteur judiciaire. Donc, ils en ont parlé. Et de voir à quel point c'est attristant de voir que leur propre pays les ont abandonnés, je trouve ça très, très dommage et je trouve ça triste. Bref, selon ce psychologue légal-là, la famille était tout simplement une secte endogame. Donc, il présume que, tout d'abord, eh bien, David avait un petit cercle d'amis. En fait, il n'y avait presque pas d'amis, tout simplement. Et puisqu'il avait beaucoup de retard en ce qui concerne les relations sociales, il était très mal à l'aise, très maladroit aussi, autant à avoir des relations, mais aussi à les garder. Et donc, au lieu de se partir une secte tout à fait normale, avec des membres hors famille, eh bien, c'était plus facile pour lui de se faire une secte dans sa famille. Effectivement, quand on est dans ce genre de famille-là, on a un lavage de cerveau qui se fait automatiquement dès la naissance. C'est beaucoup plus facile, en fait, d'emmener tes propres enfants dans ce que toi tu veux que, effectivement, emmener un voisin ou une amie dans ce que toi tu veux. Il faut vraiment être très bon manipulateur, il faut vraiment avoir une diction, avoir les mots, la grammaire, le lexique assez grand pour être capable d'emmener les gens que tu veux emmener vers ton but à toi. Et David, ce n'était clairement pas son cas, puisqu'il a fait de sa famille une secte. Alors là, il y a vraiment un très gros décalage entre une secte exogame, donc tout à fait normale, et une secte endogame, donc entre les membres de la famille. On suspecte aussi que Louise aurait été sa première victime. Effectivement, ils ont plusieurs années d'écart. Il est plus vieux que elle. Elle a toujours été sous l'emprise de ses parents lorsqu'elle avait 16 ans. Puis tout de suite, elle est tombée sous l'emprise de David. Donc, il n'y a pas eu d'écart entre ses parents et David. Ça a été parent-David tout de suite. Elle n'a pas vécu cette liberté-là. Elle n'a pas eu la chance de vivre cette liberté-là. Ce qui fait justement que c'est encore plus facile pour quelqu'un de prendre une personne comme Louise, qui est naïve, qui est peu forte de caractère, qui ne comprend pas tous les aspects de la vie et qui n'a pas tant d'opinion que ça. Il a aussi fait en sorte que ses enfants n'aient pas d'existence propre à eux-mêmes. Par là, ce que le psychologue veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de photos qui circulent encore sur Internet. On voit les 13 enfants et les 13 enfants ont des chiffres sur leur t-shirt. Et ces chiffres-là représentent tout simplement un numéro quelconque. Donc, numéro 1, numéro 2, jusqu'à numéro 3. Et en haut des chiffres, il y a thing. Donc, thing, c'est chose. Chose 1, chose 2, chose 3. Ils ne les appelaient donc clairement pas, peut-être par leur prénom. Ils les appelaient par des chiffres. Donc, chose 1, chose 6, venez faire la vaisselle. Vous voyez, c'était vraiment des choses, c'était des objets qu'ils pouvaient prendre lorsque ça leur tentait et qui les renfermaient lorsque ça ne leur convenait plus tout simplement. On va parler des enfants qui ont été enchaînés. Le psychologue, et c'est une très bonne remarque, croit que
Les enfants enchaînés étaient tout simplement des enfants qui commençaient à se révolter, à ne plus vouloir obéir à leurs parents. Et puisque ces enfants-là causaient problème, eh bien, il fallait trouver une solution pour qu'ils ne s'évadent pas, pour qu'ils ne disent pas la vérité à quiconque. Alors, c'était beaucoup plus facile de les enchaîner dans le sous-sol avec des chaînes très, très lourdes et tous les autres enfants qui coopéraient encore coopéraient également à garder les 3 enfants enchaînés. Parce que lorsque les policiers sont arrivés, il n'y en avait que 3 qui étaient enchaînés et le rapport d'expertise de l'hôpital signale que ces enfants-là étaient enchaînés depuis plusieurs mois sans être libérés. Donc, effectivement, ils étaient non seulement dans leurs excréments, dans leur urine, ils ne se lavaient pas, ils ne mangeaient qu'une fois par jour, c'était humide, le sous-sol, la pièce où ils étaient, c'était très humide, c'était sombre. Donc, en enchaînant les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire en sorte qu'on peut les ramener donc vers nous, on peut les ramener vers ce que nous, on veut, vers notre opinion et vers notre idéal. Pourquoi? Parce que la plupart des criminels qui vont séquestrer leurs victimes, là, si on parle de Natasha Kempush, on va parler de Jessie Lee Dugard, on va parler de toutes ces personnes-là qui ont été séquestrées, qui ont été enlevées, eh bien, pourquoi elles sont séquestrées? C'est justement pour les couper du monde, pour les couper de la base qu'ils ont besoin. Ça, c'est ma laveuse. $2,000 years later. Donc, pourquoi on séquestre quelqu'un? Eh bien, justement, c'est pour l'emmener vers notre idéal à nous, en le coupant du monde extérieur, en le coupant de la sociabilisation. Le psychiatre, le psychologue, bien, pense également que c'est ce que David a fait pour pouvoir ramener ces 3 enfants-là qui commençaient à vouloir tirer la laisse. Eh bien, il fallait les enfermer dans quelque chose de sombre, justement pour faire du mal à leur psychologie. David a tellement bien réussi son coup de manipulation envers ses enfants et de secte qu'au procès même, certains enfants, dont Joshua, vont mentionner ceci. Je me souviens que notre mère était assise dans son fauteuil en disant qu'elle ne savait pas quoi faire et qu'elle ne voulait pas utiliser des cordes ou des chaînes. Nos parents nous aimaient et s'aimaient eux-mêmes. Je leur pardonne de tout ce qu'ils nous ont fait subir, car cela fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, je vous laisse dans votre fin de week-end, dans votre semaine, et on se dit à la semaine prochaine ou encore dans 2 semaines pour un autre sujet. D'ici là, mais prenez grand soin de vous. Et si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, ça me fait toujours plaisir de fouiller, d'enquêter. Et voilà, donc ciao ciao!